puis qui ton rôle voilà, dans la chambre de commerce. Et qui es-tu? C'est ça. Donc Julie Revio, donc je m'occupe de l'accompagnement des porteurs de projets, création et reprise d'entreprise, tout secteur d'activité. Donc l'accompagnement, c'est quoi? C'est valider chaque étape du projet d'entreprise, du début de l'idée jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise. Voilà. Donc effectivement, en contact avec le créateur pour vraiment lui donner les bonnes clés quelque part pour les bonnes clés, l'accompagnement technique, montage de business plan, la recherche d'aide financière, validation juridique, toutes ces étapes clés avant de démarrer. D'accord. Alors quand on veut séduire quelqu'un, généralement, on va par exemple chez le coiffeur, on va par exemple dans des, je sais pas, on va pourquoi pas s'acheter une belle robe, etc. Quand on veut séduire son banquier, on va plutôt voir son expert comptable. Enfin, je me trompe peut-être, hein, rassurez-moi ou inquiétez-moi. Isabelle Martin-Roche, en quelques mots aussi, le cabinet que vous représentez, et puis juste un mot aussi sur la fédération, l'ordre des experts comptables, voilà, pour lequel vous êtes là ce matin. Tout à fait, bonjour à tous. Effectivement, je représente aujourd'hui l'ordre des experts comptables. Pour ma part, donc, je fais partie d'un cabinet qui est situé à Rion, qui a d'autres antennes, on va dire, à Moulins et Chamalières. C'est vrai que pour séduire le banquier, l'expert comptable est un ami pour le créateur d'entreprise. Vous allez avoir un appui non négligeable avec un expert comptable pour favoriser un dossier qui soit bien monté, quand bien même vous auriez, vous, déjà travaillé votre projet. L'expert comptable a un œil quand même technique qui va pouvoir vous permettre de lever des zones d'ombre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et d'éclairer finalement une relation qui paraît parfois un peu complexe pour le jeune créateur. Hein. Finalement, quand son compte de résultat, ça s'arrête à savoir s'il fait son chiffre d'affaires. Et puis voilà, ici avec ça, je vais en manquer. Bien sûr, il a prêté, c'était évident, mon projet est tellement merveilleux. Hein, quelquefois, effectivement, le créateur qui vient sans être passé par la chambre de commerce ou qui vient directement avec son idée, on va dire, là oui, il est un petit peu éloigné de tout ça, mais on arrive quand même à l'amener à s'approprier en fait son prévisionnel de manière à le défendre lui-même auprès de son banquier ou d'autres structures. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être un ordre avant de venir voir le banquier, peut-être qu'on n'est pas dans le bon ordre, hein. Peut-être que ça serait 1, 2, 3, quelque part, on en reparlera dans l'acte de séduction. Sandra Julliard à côté de vous, excusez-moi, je suis un peu caché par rapport à vous, mais en plus on m'a donné des consignes par rapport au direct, de me rapprocher plus par là, devant vous. Je vous laisse présenter votre entreprise, création 2013, c'est ça, je crois. Voilà, Kangaroo Kings, parlez-nous un petit peu de l'aventure. En quelques mots, qui vous êtes et puis l'entreprise que vous portez. Alors du coup, Sandra Julliard, gérante de l'agence Kangaroo Kings, donc installée en tant que voisin de la CCI. J'ai créé en 2013 à travers donc la franchise Kangaroo Kids. Et en fait, je m'adresse aux parents qui sont à la recherche de solutions de garde, soit sur la sortie d'école, les matins, les mercredis. Et nous, le but du jeu, c'est de leur présenter la petite nounou, l'intervenante qui viendra prendre en charge un enfant. Voilà, c'est finalement l'acte suivant après la séduction, et on fait des enfants, et puis c'est là où vous intervenez. C'est vachement pensé la CCI quand vous faites des petits déjeuners, quand même, il y a toute une logique. Hein. Julien Chaffard, alors on ne parle pas d'enfants, on parle pas de... on peut se séduire dans une voiture, et vous avez créé une jeune entreprise qui est complètement originale, qui est complètement... voilà, parlez-nous en quelques minutes en quoi vous allez faire vivre des aventures, une expérience extraordinaire à vos clients, justement, dans des bolides des années 70, 60. Parlez-nous un peu de vous. C'est ça, donc il a quasiment tout dit. Merci. Bonjour à tous, donc Julien Chaffard, cofondateur de la société Classic Racing School, qui du coup propose à tout passionné automobile de revivre les sensations des pilotes des années 60 sur un circuit qui est celui de Charade, donc tout à côté de Clermont-Ferrand. Donc c'est une société qui est jeune vu qu'on a été immatriculé en septembre 2016, mais l'activité commerciale a commencé qu'en juillet dernier. Donc ça fait quelques mois qu'on existe. Et du coup, nous deux, avec Morgane, on a fini nos études d'ingénieur en juin dernier. Et donc, on a pu attaquer directement à s'installer dans la région et notamment prendre contact avec la CCI et pas mal d'acteurs locaux qui nous ont permis de booster du coup notre projet pour arriver à quelque chose qui nous permet de vivre. Voilà. Exactement. Et moi, j'imagine complètement la tête de vos parents. Vous faites ingénieur et vous leur dites non, finalement, on va faire complètement autre chose. On va créer une boîte, ça n'a aucun rapport, on va se faire plaisir, on va faire des courses de voiture. Ça s'est bien passé. Ça n'a aucun rapport avec le sujet de ce matin, hein, mais ça va, tout s'est bien passé dans la famille, l'acte de création. Une famille, parfois c'est compliqué. Hein, oui, c'était assez original, mais j'aurai l'occasion de revenir plus tard. Exactement. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, on
n'était pas tout le temps en cours qu'on a créé ça alors qu'on était encore étudiant. Voilà, je vois bien effectivement. Sébastien Olivier, vous êtes encore porteur de projet ou ça y est, c'est passé, ça a basculé? Ah, c'est en cours là, je suis désolé pour mon retard, mais j'étais en train de lancer les entreprises pour les travaux ce matin. Bon, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai mon parcours, vous verrez que comme je suis architecte à l'origine, je continue à faire travailler un peu d'entreprise pour mes travaux, mais pour un autre projet aujourd'hui. D'accord, effectivement, vous aurez longuement la parole à la fin, vous pouvez pitcher librement toute l'aventure de la création que vous portez et la boîte que vous allez faire émerger. Alors, je reviens vers vous, Jean-François Tergelis, parce que, donc, une fois le banquier de l'État, moi je veux bien vous séduire, je porte un projet, peut-être pas jeune créateur, quoique jeune créateur aussi, c'est une définition particulière. Un jeune créateur, qui vient juste de créer ou qui va créer, c'est pas une question d'âge, voilà. Je crois que la moyenne des créateurs en France est plutôt dans la quarantaine que réellement vers 24 ans, même si, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes, notamment toute la génération start-up qui maintenant est en train d'arriver. Alors, je passe la porte de votre bureau, peut-être pas la vôtre, parce qu'effectivement, avant, j'ai vu l'un de vos 55 conseillers. Qu'est-ce qui va vous séduire? Alors, peut-être de prime abord, j'allais dire, dans les premières minutes, déjà, peut-être, et après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans la discussion, il va s'engager une relation de confiance et qu'il va aboutir peut-être demain, après-demain, à suivre, à bancariser et accompagner par après ce jeune créateur. On parle souvent des 3 premières minutes, des 3 premiers mots et des 3 premières longueurs de sourire. Oui. Mais c'est valable pour le créateur, mais c'est valable aussi pour nous en tant que banquier. J'allais dire que ces premières minutes sont, à mon avis, super importantes, en ce sens où il faut être dans un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est de se dire qu'on a un intérêt commun. Si on veut construire une histoire ensemble, lorsque le créateur, le repreneur ou lorsque le conseiller reçoit le porteur de projet, il faut qu'on soit tous les deux dans le même état d'esprit. L'état d'esprit, c'est un intérêt commun. Je peux le formuler d'une manière peut-être différente en disant qu'on va être partenaire et pas s'opposer, mais c'est pas forcément naturel. Je veux dire, c'est pas un mot commercial, c'est une réalité. Pour vous, il y a vraiment un échange, un vrai partenariat. C'est une vraie réalité. Et il faut se mettre dans cet état d'esprit d'un échange et non pas d'un combat, non pas de dire je vais aller expliquer, vendre et forcer une décision. C'est se dire qu'on est dans une relation gagnant-gagnant. Quand je dis gagnant-gagnant, je vais peut-être illustrer d'une manière un peu triviale, mais je vais dire plus vous gagnerez d'argent, mieux le prêt de la banque se remboursera. On a donc un intérêt commun de manière très pragmatique en bas de la page. Cet état d'esprit me semble primordial pour pouvoir déjà arriver à échanger. C'est la première étape, à mon sens, déjà ce conditionnement et cette attitude que nous devons avoir et qu'on relaye auprès des équipes et que le porteur de projet et que vous devez avoir et qui me semble important pour déjà poser le débat. Alors, moi j'ai une question parce que justement, pour cette image de combat, de relation entre le banquier, c'est amusant de voir qu'un jeune créateur va penser qu'il faut qu'il séduise son client. Par contre, son banquier, c'est normal, il est de côté. Et qu'il n'a pas besoin de faire le pas supplémentaire. Selon vous, on est de l'autre côté, on est côté banquier. Pourquoi ça? Pourquoi le créateur, quand il vient nous voir, où il a peur, où il est dans une relation de défiance finalement, alors qu'il se trouvera tout à fait logique d'aller chez un client et de passer 1h30 avec séduire pour lui vendre son entreprise. Ça tient à quoi, à votre avis? Vous qui êtes de l'autre côté de la barrière, comment vous le voyez, cette défiance? Je n'ai pas forcément de réponse très explicite. Je dirais simplement qu'il y a la cravate, il y a le poids de l'histoire, plus exactement, où on reste encore avec une image très formelle en la matière, même si ça bouge. Le deuxième point, c'est qu'il faut, en tant que porteur de projet, nous raconter une belle histoire. Eh oui, d'accord. Mais c'est d'abord une histoire humaine avant d'être une histoire technique. Lire un bilan, a priori, nos équipes sont formées pour. Quelque part, on n'a pas besoin de vous pour lire le bilan. Bon, vous pouvez nous l'envoyer par la poste, on sera capable de le lire. Ce qui nous intéresse et ce qui nous semble important, c'est que vous nous racontiez une belle histoire. Et je vais même aller plus loin dans la séduction. Aujourd'hui, quand vous allez franchir la porte d'une banque, dites-vous que le banquier, il connaît rien. Il connaît rien à votre métier. Quand un boulanger vient me voir, je ne sais pas fabriquer le pain. Quand un créateur d'une franchise Kangaroo Kids vient me voir, je ne connais pas le marché.
je ne sais pas piloter une voiture sur un circuit de charade historique et aller chercher des clients pour vendre des prestations. Plus, voilà, exactement, tout à fait. Voilà, dites-vous que le banquier, lui, ne maîtrise pas votre métier. Donc vous êtes vraiment sur le même pied, sur un pied d'égalité. Par contre, ce pied d'égalité, il se construira, et ce projet se construira en partenariat, gagnant-gagnant. Alors, on va voir les éléments un peu techniques après, plus voilà, dans le parcours du créateur, mais je reste encore un peu avec vous. Vous parliez de belle histoire et d'aventure humaine. Est-ce que ça signifie qu'à côté du compte de résultat, l'homme, alors l'homme est vraiment H, la femme ou l'homme, effectivement, son parcours, ce qu'il est, ça compte également. C'est-à-dire qu'il faut savoir démontrer que c'est d'abord le créateur de ce qu'il est, les deux pieds qu'il a sur Terre, et puis la capacité qu'il a à gérer son entreprise et à la développer, ça aussi important que le bilan, quelque part, ou tout au moins ça a son importance. C'est certainement aussi, voire plus important que le bilan ou les chiffres. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir instaurer un dialogue. Et ce dialogue, de manière objective, on en a besoin. Le parcours peut être très différent, varié, peu importe. Par contre, sa richesse, et surtout la construction de ce parcours, et surtout qui va conduire à construire un projet, on en a besoin. On disait, on ne connaît pas votre métier, pour autant on a besoin de comprendre comment vous avez construit ce chiffre d'affaires. Comment vous avez, je ne sais pas, quand dit, je vais contacter des clients pour offrir mes services de garde à domicile le soir après l'école. Nous, on n'y connaît rien. On n'est pas concerné par ça. Par contre, on veut comprendre ce que vous nous dites. Et une fois que vous nous aurez expliqué, le rôle du banquier, il est d'essayer d'aller chercher des points d'appui et des points de comparaison. C'est-à-dire quand on aura compris comment vous avez construit votre, si on parle de chiffre d'affaires, votre communication, j'ai l'allocation du circuit qui est 2 jours par semaine, ça me laisse 3 jours pour aller démarcher les clients, je ne sais pas si ça m'importe, mais une fois qu'on aura compris ça, on dira oui, c'est cohérent. Et je vais chercher des points d'appui dans mes autres clients où je vais échanger avec mes équipes pour dire est-ce que ça semble cohérent pour tous. C'est souvent des questions de bon sens et très terre à terre. Mais il faut qu'on arrive à échanger. Et c'est le maître mot. Dans la séduction, il y a l'échange. Et qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui vous a conduit à dire que vous allez faire tant de chiffres d'affaires, tant de clients par jour, tant de clients qui vont pousser la porte ou pas. Alors, enfin, j'en conclue pas avec vous, on reviendra, mais on évoque l'humain, on évoquait le compte de résultat. Est-ce que la crédibilité d'un dossier peut être aussi évoquer le fait, à juste titre, que vous ne pouvez pas connaître l'intégralité des marchés? Encore qu'un boulanger, vous pouvez, comme vous le disiez, avoir des fiches statistiques moyennes. En France, en moyenne, un boulanger, situé dans tel quartier, peut avoir, et là, les CCI ont des statistiques, des données, voilà, s'il est en cohérence avec un marché, être en cohérence avec une réalité. Est-ce que, par contre, sur des marchés émergents, des marchés nouveaux, vous avez vraiment l'expression, mais j'allais dire, ça peut être aussi tout le phénomène start-up, où il y a peu de références aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être accompagné par d'autres, d'avoir effectivement la CCI, l'expert comptable, qui sont incontournables, mais aussi peut-être des réseaux, je vois Jean-Claude Hugueny qui est là, mais se faire accompagner par des plateformes d'initiatives locales, se faire accompagner même par des clubs et des groupements qui sont un peu des pairs quelque part. S'il y a ce label, ce tampon sur le projet, est-ce que c'est un plus également pour vous dans l'analyse du projet? Alors, la réponse est dans la question, oui, bien évidemment. Je pense que c'est le troisième point, et c'est le troisième point de la séduction. La séduction, effectivement, un chiffre qui me rassure tous les jours, c'est que 85% des créateurs accompagnés sont toujours présents au bout de 5 ans. Oui, d'accord. Ça change la donne. 85% de réussite à 5 ans lorsque je suis créateur accompagné. Donc, s'il y a un maître mot à retenir, c'est que oui, appuyez-vous sur les experts de la CCI, sur les experts comptables, éventuellement les juristes, appuyez-vous sur les plateformes d'initiatives qui ne sont pas que là pour accorder un prêt d'honneur, mais surtout pour accompagner dans la réflexion et la démarche qui est sur le long terme, parce que plus nous serons nombreux à échanger sur votre projet, plus les réflexions seront riches et plus vous aurez de chances de réussite. Et je reviens à mon premier intérêt, mon intérêt commun, c'est votre réussite sera notre réussite. Ah oui, c'est ça. On a tout intérêt. On oublie ça un peu. On a l'impression que le banquier, c'est un service public. Hein. On rentre et on a droit et on prend quelque chose. Mais si, voilà, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. On reste une entreprise privée avec nos contraintes. Souvent, je vais faire peut-être une aparté, des entreprises se retrouvent rapidement en difficulté pour des problèmes de trésorerie.
ça fait partie des points, je pense, dans le cadre des relations et dans la séduction. Notamment la première année, il faut savoir que les banques ont des contraintes. Elles ne peuvent octroyer un crédit qu'en écrivant une belle histoire. Je reviens à ma belle histoire, mais qu'en écrivant et en démontrant que la personne peut rembourser. Pendant 18 mois, on ne pourra pas écrire que la personne peut rembourser parce qu'elle n'aura pas son premier bilan. Bien sûr. Donc, une des clés de la séduction, c'est n'hésitez pas non plus à prévoir un petit peu large en termes de fonds de roulement, en termes de trésorerie, parce qu'on sait que pendant une première période, ça sera difficile de, remettre au pot, de vous accompagner. Mais osez le dire, osez aborder la question, et plus vous rentrerez dans le détail de, voilà, j'ai prévu de faire tant de chiffre d'affaires, mais je pense que le premier mois, je vais ouvrir la porte, le premier jour, je ferai peut-être 0 client, le deuxième jour, je ferai peut-être qu'un client, et pour autant, au bout d'un mois, il faudra que j'en fasse 50. Et oui, et il faudra du temps. Donc, là aussi, ayez cet échange et cette discussion, parlez de vos craintes, n'ayez pas peur, c'est normal. Parlez de vos craintes avec la banque. C'est normal d'en parler à son banquier, effectivement, se dire, dès la première année, je sais que malheureusement, au bout de 8 mois, je peux être un peu court en trésor, et que ça fait partie de cette sincérité, et il vaut mieux être dans ce sens-là, dans sa relation avec son banquier. Pour vous, c'est indispensable. C'est pour ça que je parlais que le premier point, c'est partenaire. Si on veut être partenaire, pour aller jusqu'au bout, il faut qu'on essaye de prévoir un maximum de choses. Alors, pour prévoir, voilà, on se met tous autour de la table. Plus on est fous, plus ça se passera, si tu peux m'expliquer. Mais en tous les cas, en se mettant tous autour de la table, en tous les cas, on va multiplier les conseils, les retours d'expérience, et on vous accompagnera dans de meilleures conditions de réussite. D'accord, vous reconnaissez quand même que l'acte de création est un peu une folie, un peu de fou, quelque part. Alors, je vais démarrer par toi, Julie, la porte d'entrée naturelle des créateurs, c'est la CCI. Alors là, j'allais dire, ils arrivent, c'est en vrac, hein. Ils ont juste une idée, voire même, ça fait longtemps qu'ils la gambèrent, ils ont des tonnes de documents dans tous les sens, persuadés que c'est l'idée du siècle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, en quoi la CCI, justement, va permettre de débroussailler et puis de commencer d'ordonner finalement ce projet, et en quoi c'est capital, finalement, pour un jour arriver avec un joli prix avec plein de zéros à la Banque Populaire. Alors, en effet, on reçoit beaucoup de porteurs de projets, de l'idée qui n'est pas validée, une idée qui n'est pas mature, de l'idée du projet, enfin, on a de tout stade d'avancement. On reçoit beaucoup de secteurs d'activité complètement différents. Donc, notre rôle, c'est on intervient un peu comme un coach. Le but, c'est de valider, comme je disais tout à l'heure, chaque étape du projet et de proposer tout un tas aussi d'ateliers, de formations qui vont lui permettre de valider chaque étape. Je dirais que ce qui est important, le choix de l'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est un mode de vie, c'est un choix, c'est vraiment un parcours dont il faut être sensibilisé, il faut être informé. Donc notre premier rôle, je dirais, c'est de sensibiliser là-dessus et de valider les capacités à entreprendre de ces projets, création ou reprise. La motivation, leur capacité à entreprendre, ça c'est essentiel. Et de faire aussi un état des lieux, une introspection, un bilan personnel, pour valider ses points forts, ses points faibles, et quelles sont mes contraintes familiales, quelles sont mes contraintes financières, quelles sont mes contraintes techniques, réglementaires par rapport au projet que j'ai. Ça c'est la première étape et qui permettra par la suite d'être crédible quand on demandera des financements, enfin quand le projet demandera, le patron de projet demandera des financements par la suite. Donc tout un tas d'ateliers de formation. On organise notamment les 5 jours pour entreprendre qui permettent justement de rencontrer d'autres stagiaires, de permettre de rencontrer d'autres experts, banquiers, experts comptables, assureurs, avocats, quelqu'un du marketing. Donc ça permettra en plus d'avoir un autre œil extérieur sur le projet, un œil complètement objectif, et ça c'est essentiel, et permettra de passer, je dirais, d'un porteur de projet potentiel à un véritable entrepreneur qui soit formé et sensibilisé. Ça c'est la première étape. Et l'entrepreneur, le porteur de projet, accepte facilement de se faire challenger finalement sur son propre projet, finalement dans ce cadre de formation, de se remettre en question. C'est facile dans l'esprit d'un jeune créateur de se remettre en question finalement. Non, c'est pas forcément facile, mais je dirais que quand on crée une entreprise, on est conscient qu'il y aura des étapes à passer, on a aussi le goût du risque, on a aussi le goût du challenge, donc c'est un peu une méthodologie à voir. Et puis la formation 5 jours permet justement d'être prêt petit à petit à passer un cap et ça permettra de construire un projet qui soit mature, qui soit crédible, cohérent par la suite. Donc c'est ça qui est essentiel. Je t'arrête juste sur ce mot-là parce que ça fait 2 fois qu'il est commencé le mot cohérent finalement. Est-ce que c'est peut-être ça le cœur à un moment donné du premier conseil, que tout soit cohérent sur toute la chaîne? On va arriver après au bilan parce qu'on peut inscrire ce qu'on veut dans le compte de résultat prévisionnel. Est-ce que cette cohérence entre
les zones, ce qu'ils sont, le marché, et puis finalement après les objectifs sur ce marché-là. Je dis ça pour voir beaucoup de porteurs de projets dans le domaine des startups. On fait une étude de marché en disant il y a 65 millions de Français, 67 millions, voilà. Je vais prendre 2% du marché, ça fait tant de millions, voilà, et à partir de là, je vais revendre ça à 15 € par mois, et ça va me faire 6 523 000 € dès la première année. Est-ce que ça c'est cohérent? Est-ce que le mot cohérent c'est important dans toute cette ligne-là, j'allais dire, voilà. Donc là, tu parles du prévisionnel d'activité. Oui, voilà, c'est ça. Alors il y a d'autres étapes avant de franchir. Oui, j'imagine. Cette étape-là, il y a d'autres choses à valider. Donc on fait aussi des crash tests qui permettent vraiment de pitcher, de s'entraîner, d'avoir des retours concrets de banque et d'experts comptables, qui permettent d'avoir aussi un œil critique qui est essentiel. D'un point de vue du marché, on propose tout un tas de prestations. On a en effet ici, à la Chambre de commerce, un pôle observation économique, un pôle études qui va permettre de réaliser sur mesure des études de marché sur devis qui vont permettre d'étudier des pôles commerciaux, qui vont permettre d'étudier la consommation des ménages à tel ou tel quartier, telle ou telle localité sur Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est des études qui permettront de donner une crédibilité, qui permettront vraiment de sensibiliser sur la somme de chalandise, de sensibiliser sur les dépenses moyennes des ménages à tel ou tel endroit. Donc ça donne vraiment une plus-value, une valeur ajoutée au projet. D'accord. On n'est pas tout de suite sur l'élaboration d'un chiffre d'affaires, mais en tout cas, ça permet de valider un potentiel marché. Et ça, c'est essentiel. On arrive à savoir effectivement les flux de consommation, les taux de consommation d'un quartier, une zone de chalandise. On a toutes ces données-là qui permettent vraiment de qualifier la pré-étude de marché. C'est disponible à la Chambre de commerce. Oui. C'est des études qui sont faites sur mesure. Donc après, c'est l'objet d'un rendez-vous pour faire le point. Voilà, avec un conseiller études dans le pôle observation économique. En effet, on voit quelle méthode employer, quels outils on utilise, quel temps ça peut prendre et quel coût en effet ça peut engendrer. Mais ça peut être vraiment tout à fait indispensable pour pouvoir être crédible. Alors, on poursuit. Il a fait vous lui avez crédibilisé les données essentielles de son projet. On l'a un peu structuré dans sa tête en l'obligeant à repenser son projet en marketing, etc. Voilà, en se challengeant, et puis à un moment donné, il faut qu'il le rédige, mais il faut qu'il lui donne une forme. Est-ce que là aussi la CCI intervient? Est-ce que vous l'accompagnez jusqu'au bout du bout voilà, jusqu'où va l'accompagnement de la Chambre de commerce? Alors on intervient comme un coach, comme je disais. On a tout un tas d'outils, business model Canvas, on a des outils business plan. On va l'aider à formaliser tout ça. On va l'aider vraiment étape par étape à formaliser chaque étape du projet, à lui donner un sens, à lui donner vraiment une projection à son projet. Il faut qu'il se l'approprie, ça c'est essentiel. Donc on va l'aider sur toutes ces étapes-là. Donc formalisation business plan, bien sûr, accompagnement technique sur chaque étape, ça on le dispense bien sûr à la Chambre de commerce. On a aussi possibilité de rencontrer des experts comptables qui vont pouvoir valider tel ou tel point juridique, fiscal, social sur le projet. Donc ça c'est aussi un point essentiel. Voilà. Donc ça permet vraiment un accompagnement pour valider le business plan, qui soit prêt, le porteur de projet, à le présenter devant un banquier, qui soit déjà à l'avance, le porteur de projet, convaincant et convaincu de son projet, de son offre, parce que c'est aussi le pilote, le futur chef d'entreprise. Donc un projet c'est un projet, mais le pilote c'est aussi essentiel. Voilà. Ça aussi, il y a un aspect coaching et sensibilisation. C'est vraiment du coaching au sens même mental quelque part, à croire dans son projet. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. C'est inné ou c'est acquis d'être créateur? J'allais dire, on a ça dans le sang ou on peut l'apprendre? Non, je dirais. On peut poser la question d'avoir à tout le monde, hein, parce que. Oui. Ça demande quelques appétences, en effet, quelques qualités, mais qui s'acquièrent aussi avec le temps. Tout n'est pas inné. Il y a des formations qui permettent justement de maturer tout ça, qui permettent de grandir. On apprend petit à petit à devenir chef d'entreprise. Le tout, c'est d'être sensibilisé au départ et de savoir dans quoi on est le pied. Oui, bien sûr, effectivement. Alors, vous avez évoqué qu'effectivement, il y avait déjà des relations qui se créaient au quotidien avec les experts comptables, et c'est naturel. Alors, je passe votre porte, voilà, je prends rendez-vous avec mon futur expert comptable, voilà, j'arrive tout tremblant, parce que déjà, vous êtes une profession, avant même le banquier, vous êtes une profession qui va commencer à impressionner, avec son avocat, hein, voilà, ça y est, ça prend. C'est bien concret. Qu'est-ce que vous voyez arriver déjà comme projet dans vos cabinets et en quoi vous allez pouvoir vraiment, au-delà, j'allais dire, de la profession du chiffre que vous représentez, qui est de mettre des chiffres dans des cases et de dire voilà le résultat, quel est tout le parcours aux côtés du jeune créateur qui va crédibiliser son projet et le rendre sexy, j'allais dire par rapport au studio, on a passé séduction à sexy. Je ne sais pas où on va finir. Voilà, sexy vis-à-vis de son banquier. En fait, si le porteur de projet est déjà passé par la CCI, il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite. Il a travaillé sur son business plan
et il arrive avec un projet structuré. Et là, on va finaliser avec lui une présentation plus poussée, en fait, que peut faire la CCI à travers le business plan global, pour arriver effectivement à lever quelques freins ou à trouver les meilleures parties entre financement, aide par exemple de plateforme, emprunt, etc. Donc là, ça permet vraiment d'affiner et nous aussi de valider la cohérence. Je reviens dessus. Global du projet. Malheureusement, on n'a pas que des créateurs qui arrivent par le biais de la chambre de commerce. C'est aussi des personnes qui arrivent, qui ont fait tout ce chemin un petit peu tout seuls. Alors, il y a ceux, effectivement, qui sont bien structurés, qui ont leur projet qui est vraiment bien ficelé et qui vont arriver vers nous pour un prévisionnel. Donc, dans ce cas-là, en général, ça se passe bien. Et puis, ceux qui sont vraiment au début de leur projet, qui n'ont même pas réfléchi à comment se projeter, en fait, en tant que chef d'entreprise, ceux-là, on essaie de les renvoyer effectivement vers la chambre de commerce ou d'autres structures qui seront là pour vraiment les accompagner. Parce que moi, mon travail, c'est comme celui du banquier. Je ne vais pas faire le travail du chef d'entreprise à sa place. Je ne connais pas son métier particulièrement a priori, on va dire. Et donc, je suis là plus pour regarder la cohérence, l'aider sur les chiffres. Mais la base des chiffres, c'est le chiffre d'affaires. Et ça, c'est le rôle du chef d'entreprise de s'attacher, on va dire, à ce que son chiffre d'affaires soit réaliste, qu'il corresponde à aussi une réalité économique. Donc, je vais pouvoir lui dire, moi, ça ne me semble pas cohérent, ou, écoutez, oui, ça me paraît bien. Voilà. Et donc, c'est vraiment là-dessus, sur sa capacité à nous convaincre, en fait, sur son chiffre d'affaires. Parce que le reste des charges vont découler, sa marge, etc. Tous ces chiffres-là, nous, on va pouvoir travailler dessus, il n'y a pas de souci. Oui. Mais son chiffre d'affaires, c'est son rôle. C'est son rôle, c'est ça. Exactement. Oui, une charge, elles sont deux collaborateurs, quel salaire, et les charges vont en face, et puis voilà, c'est technique. On n'improvise pas, effectivement. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous prévoyez comme chiffre d'affaires, comment vous l'avez construit, qu'est-ce qui rentre dedans. Vous avez prévu 10 clients le premier mois, 22, voilà, et pourquoi et comment vous allez les chercher, etc. Et c'est vraiment ça, parce que le reste, en fait, effectivement, moi, je peux travailler dessus. D'accord. Alors, quand vous parliez notamment tout à l'heure que vos collaborateurs ont 55 experts, ça veut dire effectivement un bilan. Pour vous, dans le bilan, j'allais dire, il y a des ratios, il y a des éléments que le porteur de projet souvent ne maîtrise pas. Est-ce que c'est là où aussi vous pouvez l'alerter, attention, parce qu'effectivement, il va y avoir des effets de seuil, il va y avoir des problématiques de charges qui vont augmenter progressivement, parce que malheureusement, peut-être au début, vous allez démarrer à l'étude, ça va augmenter. Est-ce que c'est vous aussi qui mettez le point sur ce genre de problème? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui expliquer que si sa marge, elle est un point au-dessus ou un point en dessous, l'impact que ça aura sur son résultat. Et ça, c'est très parlant. Ah oui. Déjà ça va là, il va se dire, ah oui, effectivement, si je fais un point de plus ou un point de moins, voilà. Donc dans les négociations qu'il pourra avoir avec ses clients derrière, ça a une importance phénoménale. D'accord, ok. Donc déjà là, la capacité à mettre des warnings et dire attention, ne vous contentez peut-être pas effectivement d'une lecture à plat, quelque part, mais d'une lecture en mouvement un peu sur l'évolution de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est aussi un élément important, je pense, pour ces jeunes banquiers, parce qu'il n'y a pas que l'année de lancement. On sait, mais il y a peut-être aussi la mise en perspective et l'évolution. Exactement. Ce qui est important aussi, c'est qu'un porteur de projet, souvent, aujourd'hui, il est aussi accompagné à travers l'ACRE. Donc, il va avoir des aides à la création et notamment une prise en charge de sa rémunération par Pôle emploi pendant un certain temps. Donc, il ne faut pas hésiter, quand vous êtes créateur, à demander un prévisionnel qui se fasse sur 5 ans. Parce qu'à 3 ans, quelquefois, c'est un peu limite pour vraiment se rendre compte des impacts en année pleine, on va dire ce qu'on appelle une année pleine, une année où l'entreprise va être en plein fonctionnement et avec des charges complètes. Donc là, il faut vraiment se projeter un petit peu plus loin. D'accord, effectivement. Alors si vous voulez bien, je vais donner un peu la parole aux témoins, parce que j'allais dire, est-ce que vous vous retrouvez déjà dans tout ce qui a pu être dit, et est-ce que vous, de votre côté, Sandra, vous avez eu le même parcours quelque part? Est-ce que vous êtes fait accompagner, ou est-ce qu'un matin, ça arrive, j'ai des créateurs, demain matin, je démarre, je me lance dans le vide, je suis au bord du précipice, et je me lance, et on verra bien comment ça marche. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit? Et puis vous parlez un peu, vous, de votre parcours de création et de la relation avec vos banquiers, à ce moment-là, s'il y en a eu une, surtout avec une franchise, c'est vraiment un cas de plus en plus, de plus en plus important, il y a de plus en plus de franchisés, mais qui est quand même un cas très, très particulier, très typique, j'imagine.
Alors, pour prendre dans l'ordre, auparavant, j'étais pas du tout dans le même cœur de métier, j'étais dans la gestion de village-vacances, ce qu'on appelait les vacances pour tous, avec des certaines valeurs. Et plus j'évoluais dans ce cœur de métier, plus je me rendais compte que le siège ne partageait pas forcément les mêmes valeurs, on n'en avait pas forcément la même définition. Donc à un moment donné, c'était devenu un peu difficile pour moi de se battre pour ces gens-là. Et du coup, j'ai été d'abord rencontrer l'APEC. Et mon premier projet, c'était de travailler dans une maison de retraite. Donc rien à voir. Et cette petite dame de l'APEC me dit, mais pourquoi vous ne créeriez pas? Première réponse, non. Et au fur et à mesure, je me disais, bah, c'est peut-être pas si inintéressant que ça. Et du coup, à force d'en parler à son entourage, à un moment donné, vous vous trouvez face au mur et vous vous dites, bah, ça y est, Sandra, faut que tu actes, faut que tu montes ton entreprise. Et moi, je voulais pas me retrouver toute seule, en fait. Je voulais pas être seule. Je voulais pouvoir me reposer sur quelqu'un et j'avais un besoin de maîtriser le sujet. Je suis très mauvaise en management. Si avant j'ai pas fait, voilà, j'ai peur un peu qu'on se moque de moi, qu'on essaye de me la faire un peu à l'envers. Donc du coup, je me suis renseignée sur les franchises et je suis montée au salon à Paris, sur la franchise dans le service à personne. Et c'est là en fait que j'ai rencontré Kangaroo Kids. Et donc du coup, là j'ai tout support. Donc si vous voulez, j'ai l'animateur de Kangaroo Kids qui m'a donné des chiffres. Donc ils arrivent à faire des paniers moyens, un chiffre d'affaires moyen par rapport à la superficie, le nombre d'habitants qu'on va, le nombre d'habitants qu'on va trouver dans la ville, voilà. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec François sur l'élaboration en fait, de mon étude du marché et mon planning prévisionnel. Ensuite, pareil, j'ai tout suivi en fait. Donc j'ai fait les 5 jours pour entreprendre. En sortant des 5 jours pour entreprendre, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas être seul. Expert comptable, banquier et trésorerie. C'est les 3 mots que j'ai retenus des 5 jours pour entreprendre. Et du coup, j'ai été accompagnée par Julie. Et puis à un moment, en fait, tout est prêt. Et la seule chose qu'il faut, c'est vous, en fait. C'est vous devez vous réveiller, vous mettre un coup de pied et aller à la banque. Et ça, en fait, je pense que c'est le plus dur et le plus violent. Pour schématiser, en fait, alors je suis désolée pour les préjugés, hein, mais c'est très schématique. Vous allez remettre votre vie auprès d'un petit monsieur en gris qui ne vous connaît pas. Et qui a une cravate. Et qui a une cravate. Et du coup, ça, c'était pour moi hyper difficile, en fait. Ouais. Et puis, j'ai fait quand même pas mal de banques. Et j'ai essuyé 1 ou 2 refus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi ces gens, en fait, ils veulent pas. Et je vais dire quelque chose qui n'est pas très bien, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Après, j'ai reconstruit un planning prévisionnel pour faire plaisir à mon banquier. Voilà. Ouais. Ça vous oubliez. Ça vous oubliez, voilà. Mais c'est l'objet des petits déjeuners aussi d'en parler. Voilà. Mais en même temps, il doit être crédible. Ça fois, vous êtes là depuis 2013. Non, mais c'est ça. Voilà. Et du coup, excusez-moi, j'ai dû être très très convaincante. Oui. Parce que du coup, sur la première année, on avait prévu 120 et je me suis, mais je suis désolée du mot, plantée royalement. J'ai fait 77 000. D'accord. Vous voyez ? Ouais. Donc du coup, je traîne un peu ma première année comme un boulet. Donc du coup, j'ai à peu près 1 an et demi de retard sur les prévisions qui avaient été faites. Mais après, une fois que vous avez... Moi, je me suis retrouvée, en fait, donc accompagnée par la CROCI, et alors je mange toujours le terme, je crois que c'est le FIGE, l'accompagnant, enfin, en tant que femme créatrice, j'ai été accompagnée, et ce qui était intéressant pour moi, c'est horrible à dire aussi, mais du coup, j'avais pas de... comment on dit là, je ne peux pas vous aider si vous ne précisez pas le fond de votre pensée. Je n'ai pas, je sais plus, ça me reviendra. Oui. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Quand on est femme accompagnatrice, effectivement, la banque ne peut pas nous demander de caution personnelle. Voilà. Donc du coup, j'avais pas de caution personnelle, donc ça m'avait. Cautionnement, d'accord. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée en fait avec 2 banques, la Banque Pop et le Crédit Agricole, et effectivement. Comme on le dit tous, je pense, le choix de la banque, c'est d'abord, pareil, c'est celui en face de vous. C'est vraiment la personne qui a compris avec qui vous allez vous sentir à l'aise. Et je crois que le plus important, c'est comme un expert comptable, c'est celui qui vulgarise. Il n'y a rien de plus frustrant, en fait, que sortir d'un rendez-vous avec soit votre banquier ou votre expert comptable ou bien même votre avocat et dire « j'ai rien compris ». Et ça, c'est hyper, c'était hyper important. Alors, si vous permettez, je vais vous donner la parole, parce que finalement, le plus gros risque, c'est madame qui l'a pris. Bon, elle est toujours là. La preuve, elle n'a peut-être pas autant, j'allais dire, refusé comment de manière irréelle. 2013, c'est ça la création, elle est encore là. Mais j'allais dire, c'est peut-être pas la bonne solution, que le plus gros risque est pris par le créateur, qui veut s'auto-persuader absolument qu'il a tellement raison que ça passe pas pour son banquier, donc on arrange les chiffres. C'est ça. Et puis le danger, c'est qu'il vous en
avec, quoi. C'est un peu ça. Je crois que je reviens à ma belle histoire. À partir du moment où il y a une histoire humaine qui va se passer, on va croire à un moment donné à ce qui va nous être dit, qui va nous être expliqué. Bien sûr. Effectivement. On n'a pas de capacité après à aller voir, effectivement. On n'aura pas la capacité de dire non, le chiffre d'affaires est complètement irréaliste. Alors parfois oui, c'est évident, mais en général, ils n'ont pas franchi les différentes étapes, que ce soit partenaire de la CCI, des experts comptables ou autres. Mais d'une manière générale, on n'a aucun moyen, nous, de dire bah oui, vous êtes dans le vrai ou vous êtes dans le faux. C'est ça, tout à fait. C'est pas notre job. Notre job, c'est de croire en la personne, je pense. C'est de croire dans le raisonnement qui nous aura été démontré. Si on nous démontre encore une fois que le raisonnement nous semble, de manière très pragmatique, cohérent, c'est difficile de dire non. Tout à fait. Et puis c'est vrai que, alors à l'inverse peut-être de votre projet, mais on a vu beaucoup, je suis un ancien consulaire aussi, on a beaucoup de porteurs de projets, il y a parfois aussi des projets trop minorés quelque part. Le porteur de projet veut tout minimiser trop dans l'extrême parce qu'il se dit je suis bon auvergnat, je vais prendre la moitié de ça, le tiers de ça, le quart de ça, et son projet n'a plus aucune cohérence aussi au sens également. C'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre, c'est complexe. Je vous ai coupé ou vous aviez fait le tour d'un petit peu de ce lancement et aujourd'hui tout va bien. Donc à part cette année et demie de retard en trésorerie, mais qui est un grand classique quelque part dans la création, je redonne le micro. J'ai vraiment tout connu en fait. J'ai effectivement eu un problème de trésorerie qui a été redondant, mais ça c'était plus par rapport aux prêts, au niveau des prêts d'honneur, les prêts à taux zéro. Dans notre prévisionnel, on avait prévu 12 000 et j'en ai eu 8. Et du coup, ces 4 000, en fait, je les traînais aussi. Et puis après, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément évoqué, c'était la saisonnalité. Parce que juillet, août, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, moi, je me retrouvais avec 0 de rémunération, mais du coup, enfin, 0 d'entrée plutôt. Mais du coup, il y a toujours une solution. Et le but du jeu, c'est d'arriver à réfléchir pour savoir ce qu'on peut faire. Et après, alors, mais c'est important de le dire aussi, il y a un moment donné, on entend bien quand on fait partie de ces stages-là, et ben, il y a un point à faire, à un moment donné, c'est quand est-ce qu'on se dit, bon ben voilà, j'arrête parce que je perds trop d'argent, est-ce que je continue? Et il y a un moment, enfin, moi j'ai passé quand même 3 ans à emballer un peu quand même, et du coup, mais j'étais persuadée que j'étais au bon endroit au bon moment, j'étais sûre que c'était ça, et je me suis dit, en fait, il y a l'orgueil qui prend. Et après, alors je me rappelle d'un de vos collègues, qui n'est plus mon expert comptable, Monsieur Ferreira, pour pas nommer la KPMG, au moment donné, je vais le voir, mais il a eu son rôle, hein. En fait, il m'a mis un tel coup de pied aux fesses, en me disant, mais Madame Sandra, Madame Julien, si vous continuez comme ça, vous avez droit au mur. Je fais 2 secondes, je vais pleurer, j'offre ça, hop là. Mais en fait, effectivement, je pense que je n'aurais pas eu cette information de mon expert comptable. Je pense que je me serais peut-être montée, et du coup, j'ai eu un tel poussé d'orgueil, on me disait, mais tu vas voir, Monsieur Ferreira. Dans 6 mois, on se revoit, c'est ça. Voilà. Mais du coup, voilà, d'où l'humain hyper important. Ok, effectivement. Voilà. Et pour vous rassurer, tout va bien. Alors, un marché où il n'y avait aucun point de repère, aucun rien du tout, voilà, aucun passé de créateur, de parcours, vous sortez de l'école, Julien, avec votre associé, et là, vous aussi, le parcours et la relation avec la banque, et peut-être là j'ai bien aimé les deux, trois mots, juste 3 secondes, les 3 mots qu'il fallait retenir, on vous a dit, c'était trésorerie. Il y avait trésorerie, expert comptable, avocat. Mais après, pour rebondir, voilà, le banquier doit être votre meilleur ami. D'accord, ok. Voilà. Non mais c'est vrai, le banquier, vous devez lui dire quand ça va bien, mais vous devez lui dire aussi quand ça va mal. D'accord. Julien, bravo. C'est vrai que nous, le cas était quand même un petit peu atypique, et pour être honnête, rien ne s'est absolument passé comme ce qu'on a pu en discuter par avant. Donc on a je pense que c'est un peu pour ça que vous voilà. aussi. Donc en fait, c'était un cas un peu atypique, vu qu'on a eu l'idée de la création de la société, on était encore en 3e année d'école, donc il y a les contraintes de temps, les contraintes qu'on doit être à l'école, on n'y croit pas forcément, mais nous on y croyait beaucoup. Donc je voulais rebondir aussi sur l'histoire, parce que nous on a eu une rencontre qui nous a vraiment bouleversés. Donc la société ne serait pas aujourd'hui si on n'avait pas rencontré une certaine personne qui a été notre mentor du coup pendant 2-3 années. Donc c'est une personne du monde de la finance mais qui était passionnée par l'automobile. Et alors je vais prendre 2-3 minutes pour raconter l'histoire parce que c'est assez passionnant. Donc j'étais stagiaire dans une écurie de Formule 1 qui s'appelle AGS, qui est dans le sud de la France, qui fait de la compétition privée. Et dans cette écurie, en fait, il y a des tas de F1 et des petites autos comme celles qu'on a pu développer aujourd'hui, qui étaient des Formule Ford des années 60, dont j'ai pu rencontrer un des propriétaires. Et ce propriétaire-là, il croyait que j'étais simple mécano, alors que j'étais ingénieur chargé de la gestion du parc. Et il m'a dit, c'est quoi ton rêve?
moi, je dis, bah, mon rêve, c'est d'avoir mon écurie de course. Puis là, il me regarde, il me fait, pourquoi tu le fais pas? Alors là, je rigole. Et puis je lui fais, bah, j'ai pas envie de prendre de risques. Puis là, il me fait, t'as une femme? Je fais non. T'as des enfants? Non plus. T'as une maison à payer? Non plus. Puis bah, alors, il n'y a pas de risque. Du coup, il m'a donné sa carte et il m'a dit, le jour où t'as envie vraiment de le faire, tu me rappelles. Donc après, il y a un enchaînement. Je pars au Canada 1 an. Là-bas, l'entrepreneuriat, c'est très, très encouragé. Donc, on n'hésite pas à prendre quelqu'un sous son aile, à le mettre directement, même dans un cadre universitaire, dans une structure pour l'accompagner. Dans mon cas, c'était Entrepreneuriat Laval. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et du coup, j'ai recontacté ce monsieur-là. Et du coup, pendant 1 an, je ne suis ni allé voir un comptable, ni allé voir une banque, ni allé voir un organisme d'accompagnement comme la CCI. J'ai tout fait directement avec cette personne, parce que je l'ai jugé apte à quasiment tout faire, même si je n'y connaissais rien du tout. Donc, pour rebondir, monsieur Banquet, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, vous n'y connaissez peut-être rien sur le métier que le créateur d'entreprise en face de vous, mais nous non plus, en fait, on ne connaît pas la comptabilité, on n'est pas la banque, on a juste notre vision. Et en fait, cette vision-là, bon, si c'était à refaire avec les éléments qu'on a aujourd'hui, on aurait fait une création différente. Mais tant qu'on a cette vision de création d'entreprise et qu'on communique dessus, on va rencontrer différentes personnes et entre guillemets, les gens bien nous donnent vers les gens bien et les autres nous donnent vers les autres. Donc il faut tout de suite saisir les bonnes opportunités. Et puis voilà, on a rien fait dans l'ordre. C'est-à-dire que la banque, c'est la dernière interlocuteur qu'on est allé voir. On a commencé par, donc on avait un prêt étudiant qui a permis de financer déjà les matriculations, etc. Ensuite, on a directement publié sur Internet des sondages pour faire une étude de marché maison, qui s'est avérée assez positive. Ensuite, on a commencé à aller voir différents éléments, un constructeur automobile, un circuit, essayer de travailler sur l'image de marque avant même d'avoir un BPI prévisionnel pour vendre quelque chose qui était très visuel et qui parlait de lui-même, quoi. Et comme on n'avait aucun repère, on a eu à chaque fois le même discours. On a voir le comptable, comment est-ce que tu peux valoriser une telle société pour faire une levée de fonds, etc. Donc il y avait zéro repère. Donc du coup, nous, c'est simplement cette fougue-là et cette rencontre qui fait que c'est un cas peut-être un petit peu atypique, puisque l'accompagnement, ça booste énormément. Et donc, comme on avait ce mentor-là derrière nous, on s'est dit, on n'a pas besoin d'aller voir la CCI, on n'a pas besoin d'avoir un banquier, etc. Mais que pour l'instant, tout va bien. Oui, vous aviez quand même effectivement ce mentor qui, si j'ai bien compris, doit payer un peu l'ISF. Donc, il doit être un peu rompu à la gestion de l'entreprise quand même et qui doit donner des marques, des temps de passage, j'allais dire, voilà, où il fallait être. Alors, ce qui est chouette, c'est que ce mentor-là n'est pas rentré au capital de la société. On a juste dit fait ça parce que moi, je trouve le concept génial. Ouais. Donc, pour faire dans l'ordre, en fait, donc on a fait un prêt étudiant chacun avec mon associé qui a permis de financer le capital social initial de l'entreprise en septembre. Et ensuite, on a pu faire quelques petites prestations de services pour équilibrer entre le comptable que je suis allé voir du coup juste après qui s'est chargé des matriculations, avant même d'avoir manqué mon accompagnement. Donc il s'est chargé de faire la société et de suivre un petit peu les comptes au départ, quoi. Ensuite, on a fait une levée de fonds, donc on a démarché les investisseurs, etc. parce qu'on était persuadés qu'il fallait plus faire appel à des investisseurs plutôt qu'à des banques. Pour ça, c'était un avis personnel. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez levé, du coup on a levé une banque. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah oui, c'est très 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 atypique, hein. Donc, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est une des caractéristiques du marché aujourd'hui qui change, hein. Vous évoquez les levées de fonds, on peut parler de crowdfunding, on peut parler de la love money, on peut parler aujourd'hui l'accès au financement devient complètement alors je ne vais pas dire incohérent, on a dit cohérent tout à l'heure, mais tout au moins devient plus du tout la même ligne traditionnelle qu'on y a pu voir très longtemps. Enfin, je vous ai coupé, pardon. Mais cette ligne traditionnelle, en fait, quand on est créateur d'entreprise, on est très mal informé au départ parce qu'on ne s'informe pas nous-mêmes, en fait. On fonce dans notre truc. Et avant de se dire, je vais regarder tout ce qui est à ma disposition pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, on commence à faire nous-mêmes. Et ensuite, on se dit, finalement, on ne peut pas le faire tout seul, quoi. Nous, voilà, on l'a fait comme ça, on a rattrapé le coup après. Mais si c'était à refaire, j'y serais allé voir un banque, l'expert comptable, le CCI, travailler sur un BP stable, puisqu'évidemment, le prévisionnel, il ressemble pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, hein, pour être honnête. Donc, voilà, il n'y a pas de cas école, et je pense que c'est des cas particuliers à expliquer et prendre le temps vraiment d'expliquer. C'est le fondement, souvent, c'est le petit déjeuner, de mettre à la fois des experts qui apportent l'assise à des personnes qui n'auraient pas du tout d'informations et de faire la démonstration que malgré tout, la création d'entreprise, on a parlé de folie tout à l'heure, hein, voilà, bonjour, bienvenue au monde des fous. Donc, c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, comment ça va? La boîte existe depuis quand? Alors, la boîte, elle est matriculée depuis septembre. La véritable activité économique, elle existe depuis juillet, quoi, parce qu'entre-temps, il a fallu faire construire les autos, il a fallu construire des locaux sur le circuit, il a fallu trouver les
clientèle en pré-vente, donc on est passé via du crowdfunding, voilà, de la même manière pour faire des pré-ventes et faire de la com, quoi. Donc on a mené tous ces chantiers en parallèle des cours. On allait en Angleterre le week-end, le soir on travaillait jusqu'à 1h du matin, donc c'était un peu notre rêve de gamin, quoi. Et puis aujourd'hui, bon, on se dit pas que c'est évident, mais on réussit à avoir vraiment cette clientèle de niche qui n'était pas vraiment quantifiable au départ, parce que c'est un marché, on va dire, on est les seuls aujourd'hui au monde à proposer dans des packages globales, on va dire, des prestations à la journée, demi-journée complète, en privatisation à circuit dans son intégralité, en ayant créé une ambiance typiquement des années 60 avec des véritables autos de course qui sont faites par le plus ancien constructeur de voitures de compétition, toujours en activité dans la même usine depuis 1957. Donc on allait les chercher en Irlande du Nord, c'était pas à côté, mais voilà. C'est indiscret de vous demander combien vous avez réussi à lever, ou ça fait partie des secrets de... Non, allez-y, alors c'est assez aussi intéressant, parce que si on aurait voulu tout financer en levant des fonds, on en aurait eu pour 1 million d'euros, on n'aurait jamais pu le faire. Donc en fait, on a trouvé un moyen déjà de financer les autos. Donc les autos sont pas dans le capital de la société. On a trouvé des passionnés autos, un peu sous forme de mécènes, qui ont acheté les autos et qui nous les mettent en gestion pour qu'on puisse derrière nous les relouer. D'accord. Typiquement, voilà, c'est des mécènes. C'est des personnes qui achètent une auto, c'est 65 000 euros. Donc on en a dévoilé une. On a trouvé un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs, jusqu'à 7 acheteurs, parce qu'on a 7 autos aujourd'hui. Donc ça rentre pas dans le capital, on n'a pas besoin de financer ces autos-là. Et eux viennent courir, eux ont des jours réservés, ils viennent courir sur le circuit. Voilà, en fait, ils ont une convention de gestion, c'est un peu comme une écurie de chevaux, en fait. On stocke l'auto, on l'assure, on l'entretient. Et derrière, on peut l'utiliser sur un nombre de dates qui nous fait tourner, on va dire, l'affaire, mais eux, ils ont des avantages quand ils la veulent, ils peuvent l'avoir si c'est pas en conflit avec notre date. Mais tout ça, c'est contractualisé. Donc, voilà, évidemment, c'est un contrat qu'on avait fait nous, puis ensuite relire quand on a trouvé un avocat il y a 3 mois. Ah, quand même. C'était pas vraiment fait dans l'ordre non plus. Mais ça a permis de faire connaître le concept et de faire parler du coup dans les bonnes sphères, parce que ces personnes-là étaient dans la cible de clientèle et deviennent des ambassadeurs du concept. Voilà. Donc aujourd'hui, chaque client est ambassadeur, c'est la philosophie de l'entreprise. Et puis ensuite, on a fait une levée de fonds pour financer les équipements, les travaux, un petit peu les salaires dedans. Donc on a levé 170 000 euros auprès de 19 investisseurs qui sont des business angels de notre école et d'autres investisseurs privés qui nous ont rejoints notamment via la couverture médiatique qu'on avait eue, quoi. Donc on n'est pas allé faire des pics ni rien, on avait fait des articles dans la presse. Puis ces personnes-là nous ont demandé, voilà, est-ce qu'on peut rentrer dedans, quoi. Donc c'était, entre guillemets, ça semblait facile, mais ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. Et ensuite, on allait voir une banque, on leur dit, voilà, on a levé tant, on a tant d'actifs, on a ça, ça et ça, est-ce que vous êtes dedans? Et puis, plutôt que de dire on a séduit le banquier, c'est le banquier qui nous a séduit, quoi, parce que c'était hyper naturel chez lui, il était hyper enthousiaste, alors on n'a même pas réfléchi, on s'y reprend. Alors, juste une seconde, et je ouvre autant le micro, pour préparer ce petit déjeuner. Monsieur n'est pas venu tout seul, Julien n'est pas venu tout seul, il est venu déjà avec 19 investisseurs, il est venu donc quelque part, non pas que ça dilue le risque, mais ça renforce la crédibilité d'un dossier. C'est-à-dire que vous avez peut-être une analyse, je peux juste vous donner le micro 30 secondes, mais j'allais dire, vous qui n'avez aucune connaissance du marché, j'allais dire quelque part, pour vous, c'est une démonstration que vous n'êtes pas le seul à croire dans ce projet, mais que d'autres personnes, voilà, le rendre cohérent et crédible. C'est un peu comme ça. C'est tout à fait l'exemple type de l'explication du projet. Quelque chose qui est improbable ou qui peut paraître à froid, improbable en amont, fait que parce qu'il y a eu une démarche, une réflexion et des rencontres, parce que vous avez structuré votre approche quelque part en allant chercher des investisseurs, en allant chercher des partenaires, l'histoire est complètement crédible, même si ça n'existait pas avant. Même si personne ne l'avait fait avant. Oui, si vous êtes dans l'ordre, venir vous voir, on connaît pas, il n'y a pas de marché. Le marché n'existe pas, vous êtes le seul au monde, c'est ça. Il existe pour les particuliers, parce que le sport automobile historique, c'est quand on a sa propre auto qu'on va faire des courses, mais proposer ça avec ce segment de gamme-là qui nous permettait de nous différencier de ce qu'on appelle les smart box ou les choses grand public, en termes de tarification et en termes de ciblage et de communication, on s'est vraiment dit, plutôt que de trouver le moyen dans lequel on a le faire, on s'est dit on va absolument pas faire ça. Et à partir du moment où on ne peut pas faire ça, on a commencé à réfléchir qu'on allait le faire. D'accord. Donc oui, effectivement, l'exemple est vraiment bien choisi. Alors on va vous donner la parole longuement, Sébastien, tout à l'heure, dans quelques minutes, pour vous parler de vous, mais peut-être juste sur le sujet, on peut parler de votre entreprise, mais juste sur le sujet qu'on vient d'évoquer, et vous, vous en êtes tout dans votre relation avec votre banquier, votre ami banquier, ou pas? Ça va pas mal. Juste un aparté, je trouve que ce que dit Julien là, c'est juste passionnant, parce que moi, je suis architecte diplômé en 2001. J'ai travaillé 17 ans, 17 ans, j'ai commencé un peu avant la fin,
dans une agence, plusieurs agences d'architecture sur des projets de marché public, enfin voilà, des bâtiments entre 30 et 40 millions d'euros. C'était des grosses machines. Et puis un jour, je suis allé voir un comptable, un banquier, un avocat, et je leur ai dit, bon, moi j'ai 40 ans, je gagne 3 500 euros par an, par mois, je suis architecte, et je voudrais bien avoir une brasserie. Alors, les gars, ils m'ont dit, bon, ouais, ok, non. Non. Alors, bon, je suis peut-être un peu près. C'est marrant au début, mais bon, on rentre chez soi, on se dit, il veut pas. C'est ça. Ah, mais moi je veux. Donc quand on cherche à faire autrement, et puis on prend les choses dans l'ordre, le témoignage de Julien est intéressant parce qu'aujourd'hui, les projets, quand on était architecte, on sortait de l'école, on était architecte toute sa vie, on prenait sa retraite. Quand on est avocat, c'est pareil. Quand on est médecin, c'est pareil. Quand on est ingénieur, c'est pareil. Et le monde du travail aujourd'hui, où je sais pas ce qui se passe, mais on va avoir des architectes brasseurs et des ingénieurs pilotes automobiles parce que on va avoir envie de changer, on change de femme, on dégage ses enfants en pension, pourquoi on ne changerait pas de métier quoi. Donc, c'est... Attends, dans l'ordre, quand même, ça démarre comme ça. C'est pas faux, mais bon. Après, le parcours, il est classique. Moi, j'ai monté un prévisionnel. Oui. Je suis allé voir plusieurs banques. J'ai vu un expert comptable, une expert comptable en l'occurrence. Ça s'est très bien passé. J'ai sollicité des plateformes. Après, ça a été assez classique. Mais une fois qu'on a passé le cap du j'ai envie de jouer avec autre chose, ça se passe. Je pense que les comptables, même les banques, commencent à intégrer qu'on n'emprunte plus ou on se lance plus forcément dans des projets pour lesquels on est formé. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant dans la démarche. Ouais. Si vous envoyez des projets, parce que je vous coupe, mais encore une fois, je vais vous donner largement la parole tout à l'heure. Est-ce que vous envoyez des projets comme ça, un peu complètement atypiques, complètement, qui de prime abord, vous n'avez qu'une envie de se dire c'est non. Voilà. Non, mais en fait, de prime abord, c'est pas non. Mais on voit, moi hier j'ai reçu une sage-femme qui veut aller vendre des soupes bio, enfin. D'accord, tout à fait. Voilà pourquoi et comment elle explique. Et je pense qu'effectivement, c'est de plus en plus de reconversion. Et même, il arrive même des jeunes qui ont été formés, comme Julien, qui ont une formation et qui veulent faire complètement autre chose. Donc là, je pense que dès le départ, ils se sont trompés. Mais pourquoi pas, voilà. Mais c'est de plus en plus souvent. En même temps, quand on voit qu'il faut rentrer à l'université, vous tirez au sort, donc vous pouvez avoir des filières aujourd'hui dont vous sortez malheureusement bien diplômés, mais qui ne correspondaient pas à ce que vous vouliez faire. Tout à fait, oui. C'est clair que... Mais on peut s'amuser dans plusieurs vies. Oui, exactement. On peut aussi s'amuser. J'ai pas fui le monde de l'architecture. C'est un autre projet, c'est vraiment autre chose. Et la multiplicité des projets dans une vie, des projets professionnels, ça va être courant. Et j'allais dire, on passera plus d'un projet à un autre parce que le premier est en échec. On passera d'un projet à un autre parce qu'il y a une envie supplémentaire. Et ça, c'est bien. Et remarquez quand vous voyez des vidéos comme celle d'Idios Berkane qui était le trophée du conseil, toujours, qui vous explique l'échec, c'est que l'échec est aussi un diplôme aujourd'hui et que l'échec vous sert à apprendre des choses et à rebondir et à repartir. Donc effectivement, on a des vies qui seront multiples aujourd'hui et c'est très intéressant. Alors on aurait pu continuer très longtemps parce que le sujet est passionnant, mais l'heure tourne. Il y aura un temps d'échange et questions-réponses dans quelques minutes. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin avec vous. Alors cette brasserie, parlez-nous un peu, dites-nous c'est quoi ce projet, qu'est-ce que vous allez faire dans cette brasserie, ça vous prend quand, c'est où, dites-nous tout. C'est pas un concept, c'est pas un bar à chat, c'est pas un truc à céréales, c'est une brasserie. Voilà, tout fait. On mangera des œufs mayonnaise, du beurre bourguignon, et de la crème gelée. Ouais. C'est vraiment le truc le plus basique. J'ai ma pratique professionnelle m'emmenée un peu partout en France, donc sur des chantiers, sur des opérations. Je visais avant tout les endroits où on mangeait bien pour travailler. C'est vraiment cette nourriture-là qui m'intéressait, cette ambiance-là qui m'intéressait. Donc c'était l'idée de la brasserie, plus que du bistrot, plus que du restaurant. Voilà. La brasserie parisienne d'Angles, c'est pour moi le truc le plus parfait au monde. Donc le projet c'est ça. En gros, là, on est en travaux, on va ouvrir, si tout se passe bien, le 14 novembre, si j'arrive à mener mon chantier correctement. Il faut un an, en gros, pour un projet entre le moment... donc c'est 74 rue Lamartine, c'est une brasserie qui existe déjà aujourd'hui, qui était plus un bistrot de quartier, qui s'appelle La Régence,
À côté du comptoir irlandais, il y a une transformation d'image, il y a une montée en gamme, il y a, on est dans les travaux, on change un petit peu le look, on met un peu de rouge à lèvres là, pour que ça soit plus joli. Mais il faut en gros un an, à partir du moment où, bon, c'est une idée que j'avais depuis plusieurs années, mais au moment où on se tape dans la main et on dit allez banco, on y va, on construit, on écrit, et commence à mettre quelques chiffres pour pas avoir l'air trop idiot quand tu vas voir ta comptable. Regarde un petit peu comment on fait. Bon, on va avoir un avocat pour discuter un peu avec lui sur la constitution de la société. Moi, je suis pas spécialiste non plus. Donc, les différentes étapes font un an. Faut trouver l'endroit qui va bien. C'était pas la première affaire. Donc, j'en ai raté 2 avant. Ça permet d'affiner aussi, de compléter son projet. Et puis un jour, c'est à peu près calé et on va voir une banque, puis une, puis 2, puis 3, parce qu'on essaye de voir un peu ce qui se passe. Bon, on a des retours qui sont bons. L'avantage et l'inconvénient aujourd'hui, c'est que comme l'argent ne coûte rien, un peu moins de 20% en gros, hein, sur un prêt, l'intérêt d'une banque, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas de savoir si elle va pouvoir gagner sa vie avec un prêt, c'est un peu cette histoire et un peu dire, bon, bah, le projet est intéressant. C'est plus qu'un cash-money, c'est aussi capter du flux sur une brasserie en particulier. Mais il y a moins, je trouve, le discours sur l'argent plus que sur le projet, la construction du projet. J'ai trouvé ça assez intéressant. Pour le coup, c'est peut-être pour ça que je suis là, mais je travaille avec la Banque Populaire. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est bien passé et qui a dit bah oui, moi, ouais, ok, ça me va, on y va. C'est pas des investissements monstrueux, donc ça permet d'avoir une discussion un peu plus, je sais pas, au million d'euros. Ça permet d'être plus, j'allais dire, moins tendu sur le financier et plus de discuter du projet et de l'histoire. Et donc, ouverture le 14, ça veut dire que le chantier est fini et... Ah non, il n'est pas fini. Non. Vous avez là-dessus. Donc tout va bien, ça va, vous êtes dans les temps. C'est la démolition qui est finie. Ah oui, quand même. On va remollir à partir d'aujourd'hui. D'accord, ok. Enfin, ça a commencé, mais en gros, c'est 3 semaines, voilà. D'accord, ok, c'est 3 semaines. D'accord. Et côté donc, brasserie, donc pas de spécialité en particulier, c'est le plaisir de bien manger. Voilà, c'est avec des gens sympas qui vous accueillent et qui. Voilà, ouais, alors, comme effectivement, ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais pas du métier, enfin parfois que j'étais pas du métier, que j'étais pas restaurateur, bon, il y a des mauvais restaurateurs qui s'installent, hein, donc c'est pas. Je me suis vite mis en quête du personnel qui allait travailler dans la brasserie, histoire aussi de donner une crédibilité quand j'allais voir les organismes pour dire ma cuisinière est là, ma serveuse est là, moi je suis. Les gens qui achètent des boîtes de menuiserie ne sont pas tous ébénistes. Moi je suis porteur de projet, je suis créateur d'entreprise, je suis repreneur. Après le personnel, bien sûr, le projet il va se construire. J'ai l'impression qu'on dit toujours présenter les forces, les faiblesses. Bon, il faut attaquer par les faiblesses. Je pense que c'est vraiment primordial. Moi, je suis pas du métier. J'avais un revenu correct, je le dégringole. Donc toutes ces faiblesses, on les connaît. Une fois qu'on les a passées, bon ben, après tout le reste, c'est du positif parce que finalement, intégrer toutes ces contraintes-là, c'est que de la réussite pour la suite. En tout cas, c'est plus facile. Voilà, on parle que du positif après. Bon, on va manger chez vous, c'est promis. 74 rue Martin. C'est ça. C'est bon. Je vais voter. Moi, ce que je vous propose, parce que un des principes des petits déjeuners depuis déjà, c'est que les 2 premières années où on dépassait les horaires allègrement, il y avait souvent des débats extrêmement intéressants, et puis après on nous a dit, on a mis une enquête, étude de marché, on a dit, il faut être libéré à 10 heures impérativement, parce qu'on a d'autres vies, vous avez tous d'autres vies, là. Un chantier à finir, une voiture à faire rouler, enfin, j'en sais rien. Compte de résultats terminés. Alors, je vous donne la parole, c'est la meilleure solution. Vous avez devant vous des créateurs qui ont des parcours, je trouve, extraordinaires. Voilà, tous les 3, vous avez des ruptures de vie, des changements, des envies, voilà, des choses comme ça, et des experts qui sont à même peut-être de répondre à des questions plus directes. Vous pouvez le faire aussi autour du café, qu'on fera juste après. C'est aussi ça, les petits déjeuners de la création. Voilà, je vous donne la parole. Qui a envie de poser? Je ne vous vois absolument pas. Je vous explique, j'ai le soleil. Alors dans l'axe, là, je vois rien. Je vois une ombre noire complètement. Donc si quelqu'un lève la main, ça ne sert à rien. Ah, ça y est, là, je vous vois. Monsieur. Alors, je ne sais pas si les micros fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, on vous entendra quand même. Je pense que... Je voudrais m'adresser aux banquiers parce que je fais partie des structures d'accompagnement de Relais Malakoff
Et je constate que la difficulté qu'on a avec les banquiers à financer les fonds de roulement. Vous avez dit qu'il fallait être plutôt généreux là-dessus, mais vous ne l'êtes pas. Le micro est là, par contre, je laisse le prendre. Vous avez raison, c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, on sait très... Alors, oui. Aujourd'hui, le fonds de roulement reste quelque chose d'immatériel et ça reste pour autant une clé de la réussite. Toute la difficulté est de le prévoir et de le quantifier en matière suffisante dès le départ. Et c'est très très compliqué, hormis de rentrer dans des détails et de particulièrement bien maîtriser l'évolution de son chiffre d'affaires, sauf qu'on sait que ce que l'on écrit ne se réalisera pas, il y aura toujours des écarts, parce que c'est la vraie vie, et que la vraie vie, elle n'est pas comme on la prévoit, il y a toujours des impondérables. Hormis de prévoir et d'anticiper, c'est pour ça que j'ai voulu souligner ce point en disant n'hésitez pas à aborder cette question du fonds de roulement en amont, on essaiera de réfléchir. On a des difficultés à financer ça et tout au moins à le quantifier, à le prévoir. Puis le deuxième point, on a parlé des plateformes d'initiative. Je pense que les plateformes d'initiative avec les prêt-donneurs qu'ils octroient, le prêt-donneur ne doit pas être mis dans le plan de financement. C'est un plus pour le fonds de roulement. Réellement, il y a un point d'attention, il ne faut pas confondre, il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Et puis après, derrière, on connaît tous, enfin chacun a la capacité d'apport au niveau de l'entreprise, certains en ont plus, d'autres en ont moins. Il existe d'autres moyens, on a parlé de levée de fonds, je vais parler de crowdfunding. Aujourd'hui, ça peut être un élément complémentaire pour faire face. Mais oui, financer du matériel, les banques savent très bien le faire. Financer un véhicule, on sait faire. Financer du BFR, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Pour autant, prévoyons-le en amont. Quoi qu'il arrive, pendant 12 à 18 mois, ça va être nous, banquiers, on va être juridiquement dans la difficulté pour pouvoir mettre des financements complémentaires. Parce que nos organismes de contrôle nous demandent de ne pas le faire. Concrètement, on a des règles, on est contrôlé, on ne peut pas rajouter un crédit tant qu'on n'a pas le premier bilan. Donc autant le prévoir en amont et en quantité suffisante, même parfois trop, c'est pas grave. Effectivement, l'argent n'est pas cher aujourd'hui. Ça a été votre phrase, hein, quand même, bon, je vois hocher la tête, c'est ça. Enfin, l'argent reste l'argent, quand même, effectivement. Question, autre question, peut-être. Est-ce qu'il... Oui, Jean-Claude. Moi, je voulais souligner, effectivement, on a parlé, on a pas mal parlé des plateformes initiatives, enfin, du réseau d'initiatives. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a sur le territoire, il y a pas mal de structures qui accompagnent les entreprises. Donc, il y a l'initiative, il y a le réseau Entreprendre, il y a le CCI, bien sûr, qui au travail, il y a le réseau Active. Vous êtes passé récemment dans un comité commun Active d'initiative. Bon, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que toutes ces structures travaillent ensemble, c'est le premier point, déjà. Mais deuxièmement, elles ne sont pas là uniquement pour accompagner le créateur pour donner de l'argent, parce qu'effectivement, avec des taux très bas aujourd'hui, le prêt-donneur n'est pas forcément, ça va amener en plus, c'est pas forcément ce qu'on va bien chercher le créateur. Ce qu'il faut aussi souligner, ce qu'on apporte, c'est un accompagnement. Un accompagnement pour des créateurs, la possibilité d'avoir des parrains aussi. Et puis également le fait que ces créateurs passent dans des comités d'engagement où sont présents des représentants des banquiers, de la CCI, des experts comptables, des assureurs, puisqu'il faut faire mobiliser l'assurance. Merci Jean-Claude. Non mais c'est vrai, très honnêtement, vous êtes tous intervenus et à chaque fois, vous n'avez jamais parlé d'assurance. Et on était sur le thème du financement. Et ne jamais parler d'assurance, c'est d'être déjà dans la difficulté. Parce qu'un assureur, c'est quelqu'un qui va accompagner aussi, je dirais, donc, le porteur de projet et qui va aussi l'orienter.
Parce qu'un assureur, c'est quelqu'un qui va vous dire non, là vous allez sur des marchés qui sont inassurables. Oui, vous allez aller à l'export et ça va être très compliqué parce que vous avez une finalité d'aller exporter aux États-Unis ou au Canada. Je fais très court. Cette page de publicité vous était offerte par l'agent généraux d'assurance. Agent généraux d'assurance. Mais très intéressant au demeurant. Enfin, un sujet sur les problématiques, les autres sujets qui entourent la création, les autres thèmes, et qu'on oublie très souvent. Il y avait raison, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai aussi pour. Pardon, Jean-Claude, merci de cette invitation. On a vraiment des représentants de tous les corps de métier qui peuvent accompagner les créateurs dans ces nouveaux engagements. Et je crois, nous savons, sans qu'on est les RE qui sont aujourd'hui, je crois que ça leur apporte également finalement un plus en termes de conseils et d'accompagnement qui va venir apporter, qui va venir. C'est pas nous qui avons créé la boîte, c'est pas non plus le parrain qui va prendre la gestion de l'entreprise. Je crois qu'on est là, et je crois qu'il faut le rappeler, c'est pas forcément assez connu. On est là vraiment pour accompagner les créateurs à côté des organismes de financement. L'intérêt de ces plateformes, effectivement, c'est bon, les 10 000 €, c'est bien, enfin, mais écrire son projet, en parler à des gens, avoir des retours multiples, différents, savoir si. Enfin, on ne peut pas avoir que des oui, c'est génial, mais et au contraire, même si on a un peu. Je vais l'arrêter, excusez-moi, je vais parler. On est en limite de. Oui, non, si on n'a que des oui, bon, ben, c'est parfait, mais finalement, c'est pas très rassurant pour la suite parce que ça ne sera pas tout beau tout le temps. Le fait de parler à ces plateformes d'initiative ou à son expert comptable ou à son avocat ou à ses copains, de présenter son projet, c'est d'avoir le retour le plus vrai possible et le plus immédiat. Donc, pour moi, c'est l'intérêt au-delà, j'allais dire, de l'accompagnement financier ou du. Et puis la structuration du projet à travers le business plan, par exemple, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça oblige à se poser un peu le cerveau sur des choses qu'on n'a pas forcément maîtrisées et en tout cas à écrire sur le papier des choses qui ne font pas plaisir. Voilà, qu'on aurait tendance, si c'était qu'à l'oral, à les mettre un petit peu de côté. Les écrire, les avoir dans les yeux à l'intérieur d'un dossier complet, c'est intéressant pour ça parce que ça permet de toujours, sur la page 3, la page 4, avoir je ne suis pas du métier. Ça, c'est bien ça. Ça oblige à se poser des questions un peu plus complexes. Ouais, tout à fait. Merci Jean-Claude. Oh, on a encore quelques minutes. Une autre question. Oui, non. Question suivante, non. Oui. J'ai un oui à la droite. Oui, voilà, j'ai un oui à la droite. Je vous laisse. Par rapport j'ai bien aimé l'intervention de l'assureur. Ah, voilà. Agent général d'assurance. On va mettre le micro parce que l'assureur. Attendez, bougez. Ouais, mais il n'y a pas de micro. Voilà, attendez, bougez pas. On va essayer de se débrouiller. Je ne sais pas si cela fonctionne. Oui, c'est bon. Je vais vous monter. Oui, j'ai bien aimé l'intervention de l'assureur parce qu'effectivement, dans la plupart des. Lorsqu'on commence une entreprise, moi je suis dans le processus en fait. On a une partie responsabilité civile qui est très importante et on ne mesure pas toujours tous les risques, notamment dans les services de conseil, c'est ce que je veux faire, mais dans les activités de conseil ou de conseil financier notamment, on ne mesure pas les risques de responsabilité civile qu'on encourt, notamment dans la constitution de contrats ou de l'ensemble des engagements qu'on peut avoir avec des structures, et des fois des grosses structures donc, qui ont, enfin, c'est très dissymétrique par rapport à nous, effectivement, de ce qu'on peut avoir comme information. Donc merci monsieur. Puis ma question c'était plus au niveau des banques. On voit aujourd'hui qu'il y a de multiples sources de financement alternatives, que ce soit le crowdfunding, crowdlending, enfin, beaucoup de choses qui existent. J'étais au Canada aussi, donc je peux aussi dire qu'au Canada le contexte entrepreneurial est très 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 positif, où on arrive très facilement à financer des entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte que les banques, il y a un chaînon manquant en fait, entre le projet, lorsqu'on a le projet, qu'on le présente, et effectivement ce que disait madame, on va essuyer 2, 3, 4 refus, mais en fait on se rend bien compte que les refus sont pas souvent, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison du refus, sauf si c'est quelque chose qui est complètement farfelu, donc il n'y a aucune chance de se lancer, mais le refus n'est jamais acté, c'est-à-dire que le refus n'est jamais vraiment, on ne donne pas tous les éléments pour faire avancer le projet, et pour dire, ben moi, voilà, dans ce contexte-là, voilà ce que je ferais. Et peut-être que moi, banquier, je ne peux pas vous le faire aujourd'hui, mais allez voir un autre banquier ou
une autre alternative de financement plutôt que moi parce que je ne pourrais pas le faire. Donc on n'a pas le sentiment que les banques, même si elles ont tous ce discours, on veut aider les entrepreneurs ou les startups, on n'a pas vraiment le sentiment qu'elles aillent jusqu'au bout du projet pour aider le porteur. Mais là, on se met hors la banque, même si c'est pas directement la banque elle-même. Donc voilà, je me disais comment ça se fait qu'il n'y a aucune plateforme qui a émergé pour aider ces gens-là au départ, surtout avec les plateformes web, pour aller chercher du financement, avec tous les acteurs. Donc mettre en concurrence tous ces acteurs avec un projet bien ficelé. Voilà. Merci. Double question quelque part. Est-ce que une plateforme commune, ça sous-entendrait qu'il y ait peut-être un accord entre toutes les banques pour accepter une plateforme d'intermédiation finalement à travers le porteur de projet? Je sais pas, un élément de réponse? Comment vous, la notion de refus dans vos équipes, les deux fonctionnent? Deux notions, en fait 2 points. Vous avez parlé de la notion de refus. Moi, ce que je peux vous parler, c'est de comment nous nous sommes organisés. Je disais tout à l'heure, pour les porteurs de projet, il faut qu'ils échangent et qu'ils soient accompagnés. Alors effectivement, on ne peut pas forcément parler des assureurs, mais les assureurs en font partie. Pour autant, en interne, et je parle de ce que je connais au niveau du Puy-de-Dôme, on s'est organisé de façon à ce que les 55 fers de lance experts sur le pro, qui sont à vos contacts et pour vous accompagner, sur un projet de création de reprise, tous les mardis, ils sont dans mon bureau de 16h à 18h et ils présentent tous les dossiers au fil de l'eau. Et on est 7, 8, 10, parfois 12 conseillers ou directeurs d'agence et on échange et on présente le projet de façon à ce qu'il ne reste pas seul. Et on essaye de prendre la décision en commun. Parce qu'effectivement, un bout de réponse pour dire pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas, j'ai pas la science infuse et personne n'a la science infuse. Pour autant, ensemble, on est plus fort. Donc voilà comment nous, on s'organise à ce niveau-là, et pour aussi que le lendemain, vous puissiez avoir déjà une réponse, oui ou non. Globalement, une semaine, on doit pouvoir donner pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas. Donc ça, c'est déjà une réponse. Après, est-ce qu'il faut créer des plateformes type agrégateur, crédit immobilier ou autre? Je pense que peut-être que demain ça viendra, peut-être que ça existera. C'est pas notre ligne de conduite. Notre ligne de conduite, c'est qu'il y ait des conseillers sur les territoires qui connaissent les territoires. Le bassin de Thiers ou Ambert, l'activité économique, le créateur d'entreprise n'aura pas les mêmes problématiques qu'à Clermont. De la même manière que le bassin niçois aujourd'hui, qui est plutôt en plein développement, je ne porte pas de jugement pour les autres, je dis, voilà, un constat, cette vallée est en train de se développer. La problématique n'est pas la même que sur Clermont-Ferrand ou le Mont-d'Or. Comment un agrégateur à Paris, hormis par des moyennes nationales, peut juger de la pertinence sur le projet localement? J'y crois pas sur le pro. Vous parlez d'expliquer son projet, de démontrer de la pertinence et de sa réflexion sur son projet. Voilà, je pense que je vais faire tel chiffre d'affaires pour telle et telle raison, parce qu'il y a tel et tel concurrent sur ma place, ainsi de suite. Je crois que ça a du sens. Et puis si je voulais l'illustrer par une anecdote, j'ai travaillé à un moment donné sur Roanne, donc j'avais à peu près la même fonction. À Roanne, une des caractéristiques au niveau de la restauration et au niveau des brasseries, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait 2 chaînes nationales. 2 entreprises franchisées nationales. Il y a 10 ans, pourquoi? Parce que tous les chefs des petits restaurants avaient travaillé chez Trois Gros et savaient travailler les produits. Ou tous les exploitants avaient travaillé chez un chef qui a travaillé chez Trois Gros. Et puis, en l'espace, il a dû publier des statistiques nationales. En l'espace de 2 ans ou 3 ans, on a vu arriver des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la France, porteurs de projets, franchisés, qui disent, voilà, nationalement, la zone géographique en France où il y a le moins de franchises de la restauration, c'est Roanne. On veut tous venir. Alors, premier projet, oui, on y a cru, on a financé. Deuxième projet, on a fait. Puis troisième projet, à un moment donné, on a pris un peu de recul en disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et rétrospectivement, j'y suis retourné il y a 15 jours. Sur les 7 franchises, malheureusement, nationales, qui étaient parties du même constat statistique, comme quoi il y avait une place à prendre à Roanne, ben, il en reste 3. Quoi. Et il y a 4 locaux qui sont vides. Donc, je pense que la proximité a plus de valeur que
une plateforme nationale statistique qui pourrait fédérer, centraliser les banques. En plus, toutes les banques n'ont pas les mêmes stratégies. Une stratégie plutôt, on est une banque coopérative qui appartient aux clients local. On va collecter de l'argent localement pour le prêter localement. C'est pas forcément la stratégie d'autres de nos confrères et néanmoins concurrents. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette approche. D'accord. Effectivement, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on oublie quand même que même si aujourd'hui ceux qui font la une de l'actualité, la une des médias, ce sont les startups, le digital, et je ne vais pas dire l'inverse, mais il n'en a pas moins qui se fait encore majoritairement, je n'ai pas les statistiques, je ne sais pas, mais encore beaucoup plus d'entrepreneurs locaux, de commerçants, de proximité encore, et ce qui constitue quand même, là on est sur une relation terrain, une connaissance du terrain. Une autre question, allez, ça sera vous, je pense, qui conclurait ce petit déjeuner. Merci, je vous laisse le micro, la parole, on vous entend d'où vous êtes. Merci, déjà merci pour la qualité des échanges qu'on a eu aujourd'hui, parce que c'était très intéressant à tout point de vue, d'entendre le point de vue de chacun, des accompagnants, des partenaires et des créateurs, c'était très intéressant, donc merci déjà de la qualité des échanges qu'on a eu. Je reviens sur la question du jour, comment séduire un banquier? Aujourd'hui, je suis dans une phase effectivement de reprise d'entreprise et je crois avoir séduit mon banquier. Le problème, c'est que j'ai encore pas séduit la banque. Comme vous le disiez, souvent les banques, vous vous retrouvez en comité et vous avez une décision qui se fait au niveau effectivement, on va dire à huis clos. Ce qui n'est pas toujours le cas justement des plateformes initiatives où justement on peut aller soutenir son projet et justement accompagner effectivement notre prévisionnel, parce que comme on l'a dit, le prévisionnel c'est ni plus ni moins que, on va dire, une photo hypothétique en plus. En plus, on s'appuie sur des bilans qui ne sont que des photos passées. Voilà. Ça ne veut pas dire ce que sera l'entreprise de demain. Donc aujourd'hui, effectivement, en qualité de repreneur d'entreprise, j'ai effectivement un passif avec les 3 derniers bilans. J'ai un futur avec mon prévisionnel, mais je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de présenter à ma banque, ma future banque, mon partenaire, parce que vraiment c'est un partenariat et je vous rejoins vraiment là-dessus. Parce que demain, un chef d'entreprise, quand on est dans une entreprise, on a des collègues, on a un dirigeant, on peut échanger. Demain, quand on est chef d'entreprise, on n'a plus tout ça. On a son assureur, on a son banquier, son expert comptable, et on a la Chambre des métiers ou la CCI qui peut nous accompagner. Aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, c'est que les banquiers que j'ai rencontrés, ils ont tous cru en mon projet. Ils m'ont dit, votre projet, banco, on y va. Moi, ça me va, ça ne me pose pas de problème. Il me dit, maintenant, on pense à commission, c'est pas moi qui appuie sur le bouton. Il dit, maintenant, si j'ai un non, je ne le comprendrai pas. Il est revenu vers moi, il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai un souci, on m'a dit non. Et pourquoi? Ben parce que vous n'êtes pas du métier. Alors voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut... Exactement, et je me retrouve dans votre discours, Sébastien, parce que c'est plutôt ça. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que mon projet, moi j'y crois, et il va y arriver, et il ne peut que marcher. Simplement, j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'accompagne et qui soit partenaire. Je ne cherche pas un banquier, je cherche un partenaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Donc, non pas pour séduire mon banquier, parce que ça, a priori, c'est fait, mais je cherche à séduire ma future banque. Et c'est là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit, c'est avant tout une histoire d'homme. Je vais répondre, non pas par une pirouette, mais par quelque chose de très concret. J'ai rencontré pour la première fois le brasseur aujourd'hui, que j'ai vu passer il y a 1 mois ou 2 mois, ce qu'on appelle notre comité des créateurs, où il y avait 6 conseillers pro, 4 directeurs d'agence, qui chacun venait présenter leur dossier. Et effectivement, la question s'est posée, il n'est pas du métier. Voilà. Et pour autant, on a dit oui. Et puis on a signé en bas de la page. On a mis mon nom en bas de la page. Alors, je suis un petit décideur. Je ne vois pas tous les dossiers, on ne peut pas voir tous les dossiers, et on ne peut pas non plus nous organiser aujourd'hui pour que chaque porteur de projet puisse présenter au décideur final son projet. Et puis je crois une deuxième vertu malgré tout, c'est qu'on peut être séduit, et parfois ça fonctionne, la séduction, et puis parfois ça se finit mal. Le cœur se brise en deux, donc on a un principe dans les banques, c'est un double regard. Parce qu'on ne joue pas avec notre argent, on joue avec l'argent, votre argent, l'argent de nos épargnants. Et que ce double regard, quelque part, il est aussi nécessaire pour sécuriser. J'ai 2 poches, hein, encore une fois, j'ai une poche dans laquelle j'ai des épargnants qui me confient leur épargne, et j'ai une mission, c'est de le reprêter à des gens qui peuvent me rembourser.
Sinon, ça s'appelle un don. Et on reste une entreprise privée. Mais notre métier de banquier traditionnel, je ne parle pas de bilan, je ne parle pas d'appel de fonds, c'est pour ça qu'on est tous complémentaires dans les modes de financement. Notre métier traditionnel, il reste avec certaines règles et certains modes de fonctionnement. Alors peut-être que demain on trouvera des moyens d'accueillir les porteurs de projets, de les présenter en commission, mais aujourd'hui techniquement on y arrivera. Jean-François, maintenant tu vas être un patron d'une très très grosse banque, tu auras encore une poche qui sera encore plus grande, donc tu seras encore plus... Je souhaite pouvoir collecter plein d'épargnants pour pouvoir agrandir la poche. Donc je suis responsable, pas propriétaire. Mais votre question est intéressante et pour dans ma carrière, alors je peux prendre un rôle de casquette plus expert et moins animateur. D'abord pour animer les petits déjeuners depuis 15 ans de la création, vous passez des dizaines, des centaines de milliers, on avait calculé, j'en ai fait dans le public plus de 3000 ou 3500 jeunes créateurs qui étaient participés. Mais je pense que n'oubliez pas la notion dans ce jugement-là, peut-être ça se laisse le cas, hein, mais on a vu aussi, on a parlé d'un mentor par exemple, vous voyez, ça paraît tout ballot, mais peut-être que si, je ne sais pas, un grand restaurateur quelconque était dans votre cas, restaurateur, c'est pas bon, faites pas brasseur, non, non, pas le brasseur, mais dans le domaine. Vous avez marqué l'esprit pour les fêtes prochains mois. Voilà, peut-être votre capital, quelqu'un qui va crédibiliser effectivement, parce que le banquier va être, c'est lui qui est un expert du métier qui vous accompagne, va impressionner des réseaux, un réseau de pairs, entre guillemets, du métier, qui donne une sorte de coup de tampon au label, ça peut que faciliter aussi la prise de décision. Et tournons autour de la table, mais pas à 2, à 3, à 4, à 5. Tout à fait. Le message qui peut vous faire passer en instantané, c'est ça. Et on trouvera certainement une solution. Allez, dernière question, ce ne serait pas le dernier, voilà. Puis après, si ça ne vous embête pas, on va clore. Il y a la partie café. La partie café, c'est pour dialoguer aussi. Donc, monsieur, pardon. Jean-Philippe Capitain, je suis porteur d'un projet Apertise, qui veut dire expertise en agroalimentaire. Et comme l'assureur, je vais vous dire, attention, on voit, notamment en alimentaire, de plus en plus de gens qui s'implantent sans avoir d'expertise métier. Et là, il faut demander à un consultant, par exemple. Effectivement, c'est une bonne remarque. Et donc cette page de publicité était offerte par Apertise. Voilà, effectivement. C'est aussi le but de ces petits déjeuners. Voilà, bon. Écoutez, merci beaucoup à vous toutes. Je vous propose d'applaudir pour remercier nos experts et nos témoins. Prochain petit déjeuner de la création, le 14 décembre, si j'ai bien retenu la date, sur une thématique qui a aussi son importance pour les créateurs. C'est sur la sécurité autour du digital, autour de l'internet, autour du web, autour de l'informatique au sens général du terme. Donc ce sera le 14 décembre et je ne sais pas où ça aura lieu puisqu'on tourne maintenant à CCI Formation. Voilà, donc à la pardon. Rendez-vous autour d'un café, hein, voilà, et puis la personne qui est là-haut, c'est le fameux Delcoche, patron de la com à la CCI, c'est lui qui est tout en arrivé. Donc le café, c'est ça, tout va bien, ça marche. Merci.